Parfois, les plus petits gestes de bonté mènent aux plus grands miracles. Dans la rue boueuse d'un petit village des Alpes en déclin, une femme d'une cinquantaine d'années voit ce que les autres ignorent, un minuscule âne dont personne ne veut. Les habitants rient lorsqu'elle paie 50 centimes pour la créature décharnée, la traitant de folle de se soucier des animaux errants. Elle le conduit dans la nature sauvage, ne voulant que lui offrir un foyer sûr. Mais ce petit âne possède un don inhabituel. Il connaît des sentiers à travers les montagnes qu'aucune carte n'a jamais montrés. Jour après jour, il la guide vers des lieux oubliés depuis longtemps, où des secrets attendent en silence. Ce qui commence comme une simple compassion se transforme en quelque chose d'extraordinaire. La femme, autrefois moquée par ses voisins, est sur le point de découvrir des trésors dépassant l'imagination. Mais quel ancien mystère un âne à 50 centimes pourrait-il bien connaître pour tout changer? Sandrine Dubois avait toujours cru que les moments les plus significatifs de la vie se présentaient dans les emballages les plus simples. Debout dans l'enclos exigu derrière la coopérative agricole Le Roi, observant le petit âne brun blotti contre les lattes de bois, elle sentit cette pointe familière dans sa poitrine, le même sentiment qui l'avait poussé à sauver d'innombrables animaux errants au fil des ans. L'âne ne devait pas peser plus de 100 kilos. Ses côtes étaient visibles sous un pelage terni par la négligence, ses oreilles tombantes comme si le poids du monde reposait sur ses épaules étroites. Quand Sandrine tendit sa main burinée à travers la clôture, il leva la tête avec un espoir prudent, ses yeux sombres reflétant une intelligence qui semblait bien trop profonde pour une si petite créature. Personne n'achètera ce havorton, lança Stéphane Leroy depuis derrière son comptoir, sa voix portant la résignation lasse d'un homme qui avait connu trop de saisons difficiles. Il est là depuis 3 semaines, il mange plus qu'il ne vaut. Sandrine était descendue de son gîte spécifiquement pour acheter de la nourriture pour ses poules, pas pour adopter une autre bouche à nourrir. À 54 ans, elle vivait avec un budget serré, étirant au maximum la modeste assurance vie de son défunt mari et ses revenus occasionnels de consultante indépendante. Pierre était parti depuis 3 ans maintenant, et elle s'était habituée au rythme tranquille de la vie en montagne, seule avec ses poules et l'immense étendue sauvage qui entourait sa petite propriété. Mais il y avait quelque chose chez cet âne qui lui parlait dans un langage plus profond que les mots. Pierre aurait compris. Pendant leurs 27 ans de mariage, il n'avait jamais remis en question sa tendance à ramener à la maison des créatures blessées. Géologue de formation et âme douce par nature, il l'avait aidé à soigner d'innombrables animaux dans leur petite grange. C'est lui qui avait construit le poulailler agrandi lorsqu'elle avait sauvé une douzaine de poules d'une ferme en faillite. C'est lui qui avait façonné une attelle pour le chat à 3 pattes qui rôdait encore sur leur propriété. Et c'est lui qui payait discrètement les factures du vétérinaire sans jamais la faire culpabiliser de la dépense. Le souvenir des mains calleuses de Pierre tenant délicatement un moineau blessé fit monter les larmes aux yeux de Sandrine. Il était mort dans un accident minier, un effondrement dans la mine de cuivre où il travaillait comme inspecteur de sécurité. L'ironie ne lui avait pas échappé, un homme qui avait passé sa carrière à prévenir de tels accidents était devenu la victime du danger même qu'il essayait d'éliminer. L'indemnisation avait été modeste, suffisante pour rembourser leur gîte et lui laisser un petit coussin, mais pas assez pour de grands gestes ou des sauvetages coûteux. Pourtant, la voilà, fouillant dans son sac en cuir usé pour trouver les 50 centimes que demandait Stéphane. « Tu es sûre de toi, Sandrine ?» La voix de Stéphane s'était adoucie, perdant son ton bourru. Il avait connu Pierre, était allé à l'école avec lui, et il comprenait la solitude qui pouvait pousser une personne à prendre des décisions peu pratiques. Il est terriblement petit, il n'est peut-être même pas en bonne santé. Sandrine compta 2 pièces de 20 centimes et une de 10, leur surface polie par d'innombrables transactions. Ces pièces lui avaient acheté une baguette la veille, mais quelque chose dans les yeux de l'âne lui disait qu'elle serait mieux dépensée ici. Parfois, les plus petites choses ont les plus grands cœurs, dit-elle en pressant les pièces dans la paume de Stéphane. La transaction semblait capitale malgré sa simplicité. Stéphane déverrouilla l'enclos, et l'âne sortit avec une dignité prudente, comme s'il comprenait que sa vie venait de prendre un tournant important. Sandrine avait apporté une longe, espérant contre tout espoir que son instinct se révélerait juste. L'âne accepta le licol sans protester, se tenant parfaitement immobile pendant qu'elle ajustait les sangles autour de sa tête délicate. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Stéphane, son extérieur bourru incapable de cacher complètement sa curiosité. Sandrine étudia les yeux intelligents de l'âne, notant comment il semblait se concentrer sur quelque chose au-delà de l'environnement immédiat, comme s'il pouvait voir des chemins qui lui restaient invisibles. Gaston, décida-t-elle. Il a l'air d'un battant. Le retour à sa vieille Citroën 2CV offrit un premier aperçu de la nature inhabituelle de Gaston.
Au lieu de la suivre docilement, il marchait à ses côtés d'un pas déterminé, s'arrêtant parfois pour examiner des rochers ou des formations géologiques que Sandrine elle-même aurait ignorées. Lorsqu'ils atteignirent sa petite remorque, Gaston y monta sans hésitation, s'installant avec l'assurance d'un voyageur expérimenté. Le trajet sur la route de montagne sinueuse jusqu'à son gîte donna à Sandrine le temps de se demander dans quoi elle s'était embarquée. Les carnets de géologie de Pierre étaient éparpillés sur le siège passager, d'épais cahiers remplis de ses observations minutieuses sur les dépôts minéraux, les formations rocheuses et l'histoire géologique de leur chère montagne. Elle les lisait dernièrement, essayant de se sentir plus proche de lui, de comprendre le paysage qui avait pris sa vie, mais aussi façonné leur bonheur. Les carnets révélaient le profond respect de Pierre pour la Terre. Ces notes n'étaient pas seulement des observations scientifiques, mais des descriptions presque poétiques de la façon dont l'eau sculptait les canyons au fil des millénaires, comment la pression et le temps transformaient de simples minéraux en pierres précieuses, comment les montagnes recelaient des secrets qui prendraient des vies à découvrir. En lisant ces mots, Sandrine avait l'impression de voir le paysage à travers ses yeux, chaque formation rocheuse racontant une histoire, chaque lit de ruisseau contenant des indices sur des processus anciens. Son gîte se trouvait sur 16 hectares de forêt et de prairies mixtes, achetés il y a des décennies quand la terre était abordable et leurs rêves immenses. Pierre en avait construit la majeure partie lui-même, ajoutant des pièces au fur et à mesure de leurs besoins, fabriquant des étagères sur mesure pour ses collections de roches et ses livres. La propriété jouxtait le territoire du parc national, offrant des sentiers de randonnée infinis et le genre de solitude que les citadins payaient des milliers d'euros pour expérimenter pendant une semaine. Gaston sortit de la remorque et commença immédiatement à explorer sa nouvelle maison avec une minutie systématique. Sandrine le regarda inspecter le poulailler, la petite grange et le potager avec la concentration d'un géomètre cartographiant un nouveau territoire. Les poules, habituées à divers visiteurs animaliers au fil des ans, le considérèrent avec un léger intérêt avant de retourner à leur quête éternelle d'insectes et de graines. Ce qui frappa le plus Sandrine, c'est la façon dont Gaston se déplaçait dans le paysage. Alors que ses précédents rescapés avaient eu besoin de temps pour s'adapter, explorant leur nouvel environnement avec les pas hésitants de créatures déplacées, Gaston se déplaçait comme s'il était chez lui. Plus que ça, il se déplaçait comme s'il savait où il allait. Ce soir-là, alors que Sandrine était assise sur son porche avec une tasse de thé et un des carnets de Pierre, elle regarda Gaston paître dans la prairie en contrebas. Le soleil couchant peignait les montagnes dans des teintes d'ambre et de rose, les mêmes couleurs qui les avaient attirés, elle et Pierre, en ce lieu il y a tant d'années. Au loin, les sommets des grandes rousses se dressaient comme d'anciennes sentinelles, gardant leurs secrets précieusement. Gaston leva la tête de l'herbe et la regarda directement. Ses yeux sombres reflétaient quelque chose qui fit battre son cœur. Un instant, elle aurait juré voir le doux sourire de Pierre dans l'expression de l'âne, cette même connaissance patiente qui avait fait de son mari un observateur si doué du monde naturel. Les montagnes semblaient murmurer leur approbation dans la brise du soir, et Sandrine sentit une vague d'anticipation qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de Pierre. Demain, décida-t-elle, elle emmènerait Gaston pour une véritable exploration des sentiers qu'il connaissait si bien. Elle ne pouvait pas savoir que cette simple décision changerait tout ce qu'elle pensait comprendre de la terre qu'elle appelait sa maison. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Sandrine ferma le carnet de Pierre et rentra, se sentant plus pleine d'espoir qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Dans la prairie en contrebas, Gaston continuait de paître, mais son attention semblait portée sur quelque chose bien au-delà de l'herbe à ses pieds, quelque chose de caché dans les montagnes qui les entouraient, attendant patiemment le bon moment pour se révéler. L'air matinal portait la promesse fraîche de l'automne lorsque Sandrine attacha la longe au licol de Gaston pour leur première véritable aventure ensemble. Elle avait préparé un sac léger, juste de l'eau, quelques barres énergétiques et un des carnets de géologie de Pierre, au cas où il rencontrerait quelque chose d'intéressant. Le poids familier de son petit sac à dos était réconfortant alors qu'il s'engageait sur ce qu'elle supposait être une douce introduction aux sentiers de montagne. Gaston avait d'autres projets. Au lieu de suivre le chemin bien tracé qui menait à un sentier de randonnée modéré que Sandrine avait parcouru d'innombrables fois avec Pierre, Gaston tira fermement vers une piste de serre à peine visible qui bifurquait à travers d'épais bosquets de trembles. Sandrine avait déjà remarqué cette faible trace, mais ne s'était jamais donné la peine de l'explorer. Elle semblait devoir s'évanouir après quelques centaines de mètres, ne menant nulle part en particulier. « Allez, Gaston » le persuada-t-elle doucement, tirant sur la corde vers le sentier principal. Commençons par quelque chose de plus facile. Mais Gaston planta ses petits sabots avec une détermination surprenante, les oreilles pointées vers l'avant et alerte, concentré sur quelque chose que Sandrine ne pouvait ni voir ni entendre. Quand elle essaya de nouveau de le guider vers le chemin familier,
il recula de quelques pas, puis la regarda avec une intention si claire qu'elle se mit à rire malgré sa frustration. « Tu veux vraiment aller par là, n'est-ce pas ?» Sa réponse fut de faire un pas délibéré vers la piste de serre, s'arrêtant pour la regarder comme pour dire « Tu viens ou pas ?» Sandrine avait appris au fil des ans à faire confiance à l'instinct animal. Pierre avait souvent plaisanté en disant que les créatures savaient des choses que les humains avaient oublié de percevoir. Contre son meilleur jugement, elle suivit Gaston dans les trembles, s'attendant à faire demi-tour en quelques minutes lorsque le sentier disparaîtrait inévitablement. Mais le sentier ne disparut pas. Au contraire, il devint plus défini à mesure qu'il montait, serpentant entre des blocs de granit et à travers des prairies que Sandrine n'avait jamais vues, bien qu'elle vive ici depuis plus de 2 décennies. Le chemin montrait des signes d'une utilisation ancienne, usée par endroits, avec des pierres soigneusement placées qui semblaient trop délibérément arrangées pour être naturelles. 1 heure après le début de leur voyage inattendu, ils émergèrent sur une crête rocheuse que Sandrine ne reconnut pas. La vue était spectaculaire, offrant des perspectives sur les sommets environnants qu'aucun sentier officiel ne fournissait. Mais ce qui capta son attention, ce n'était pas le paysage. C'était le tas de pierres soigneusement construit qui trônait comme un monument miniature au point le plus élevé de la crête. Sandrine avait vu de nombreux cairns auparavant, ces tas de roches que les randonneurs construisent pour marquer les chemins ou commémorer leur passage. Ceci était différent. Les pierres étaient lissées par les intempéries, clairement beaucoup plus anciennes que de simples balises de sentiers. Elles avaient été sélectionnées pour leur taille et leur couleur, assemblées avec le genre de précision qui parlait d'un but délibéré plutôt que d'une construction spontanée. Gaston se dirigea directement vers le cairn et s'arrêta, baissant la tête comme pour rendre hommage à quelque chose de sacré. Sandrine suivit, sa formation de géologue analysant automatiquement les pierres. Elles n'étaient pas locales. Au moins 3 types de roches différents, y compris ce qui ressemblait à du quartzite qui aurait dû provenir de kilomètres de là. Quelqu'un avait transporté ces pierres ici avec une intention spécifique. « Qu'en penses-tu, Pierre » murmura-t-elle au vent, une habitude qu'elle avait prise depuis sa mort. « Qu'est-ce que tu en ferais » Comme en réponse, une rafale de vent soudaine dispersa les feuilles de tremble autour du cairn, et Sandrine remarqua quelque chose qui fit battre son cœur. Partiellement cachée sous des décennies de débris forestiers accumulés se trouvait une pierre plate portant ce qui ressemblait à des marques gravées. Elle s'agenouilla avec précaution, balayant la terre et les aiguilles de pin avec la révérence d'une archéologue découvrant d'anciens artefacts. Les marques étaient faibles mais définitivement artificielles, pas des égratignures aléatoires, mais des symboles délibérés gravés dans la surface de la pierre. Elles ressemblaient à des flèches ou des indicateurs directionnels, pointant plus profondément dans la nature sauvage. Sandrine ouvrit le carnet de pierre, comparant les symboles inconnus à ses croquis détaillés de formations géologiques et d'indicateurs minéraux. Rien ne correspondait exactement, mais quelque chose dans la précision des gravures lui rappelait les marques d'arpenteur que Pierre lui avait appris à reconnaître, le genre d'indicateur que les exploitations minières utilisaient pour marquer les concessions et les limites. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, créant des motifs de lumière et d'ombre qui semblaient souligner les flèches gravées. Sandrine se surprit à étudier le paysage dans la direction qu'elles indiquaient, notant des caractéristiques qu'elle aurait manquées sans cette nouvelle concentration. Là, une autre crête à peine visible à travers les arbres. Et là, ce qui pourrait être un autre tas de pierres, trop loin pour en être certaine, mais positionné exactement là où les flèches semblaient l'indiquer. Gaston la regardait avec une intelligence patiente, comme s'il comprenait la signification de sa découverte et attendait qu'elle parvienne à la même conclusion que lui. Quand elle se releva enfin, époussetant la terre de ses genoux, il faisait déjà face à la direction indiquée par les flèches. « Tu savais que c'était ici, n'est-ce pas » lui demanda-t-elle. « D'une manière ou d'une autre, tu savais exactement où m'amener. » Le retour au gîte fut différent, chargé de possibilités et de questions sans réponse facile. L'esprit de Sandrine s'emballait avec des théories et des explications, toutes plus intrigantes les unes que les autres. Qui avait construit ce cairn? Quand? Et pourquoi Gaston semblait-il savoir exactement où il se trouvait? Ce soir-là, elle étala les levées géologiques de Pierre sur la table de sa cuisine, cherchant toute référence à la crête qu'ils avaient visitée. Les cartes topographiques officielles montraient la zone comme une nature sauvage inexplorée, mais les notes personnelles de Pierre étaient plus détaillées. Dans la marge d'un levé de 1998, elle trouva une annotation à peine lisible, « Formation rocheuse anormale. Investiguez davantage ». Ces mots lui donnèrent un frisson. Pierre avait su qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans cette zone, mais n'avait apparemment jamais donné suite à son observation. La vie s'en était mêlée,
les exigences du travail, les obligations familiales, les responsabilités routinières qui remplissent les années sans qu'on s'en aperçoive. Maintenant, 25 ans plus tard, un âne à 50 centimes l'avait mené directement à ce que Pierre avait remarqué, mais n'avait jamais eu le temps d'explorer. Sandrine veilla tard cette nuit-là, étudiant chaque carnet, chaque carte, chaque croquis que Pierre avait fait des montagnes environnantes. Plus elle lisait, plus elle était convaincue que le cairn n'était qu'un début, un marqueur pointant vers quelque chose de plus grand et de plus significatif. Les connaissances géologiques de Pierre, combinées à sa propre excitation grandissante, peignaient un tableau de possibilités qui rendait le sommeil impossible. Dehors, Gaston se tenait tranquillement dans la prairie éclairée par la lune, sa silhouette sombre se découpant sur l'herbe argentée. Même de cette distance, Sandrine pouvait voir qu'il faisait face aux montagnes, alerte et vigilant, comme s'il pouvait sentir des choses se mouvoir dans l'obscurité qui restait invisible à la perception humaine. Demain, décida-t-elle, il suivrait ses flèches où qu'elles les mènent. Pierre aurait voulu qu'elle enquête, qu'elle poursuive le mystère qu'il avait noté, mais jamais résolu. Et quelque chose lui disait que Gaston ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas compris ce qu'il l'avait amené à trouver. Les montagnes gardaient leur secret dans l'obscurité. Mais Sandrine était certaine que l'aube apporterait le début de découverte qui changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur la nature sauvage qu'elle appelait sa maison. Le trajet jusqu'à la préfecture de Millebourg semblait différent cette fois, chargé d'un but plutôt que de routine. Sandrine avait fait ce voyage des dizaines de fois au fil des ans, payant les impôts fonciers, renouvelant des permis, gérant la paperasse banale de la vie en montagne. Mais aujourd'hui, elle portait les carnets de Pierre et une conviction croissante que la découverte de la veille n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Monique Garnier travaillait au bureau des archives départementales depuis 37 ans, et sa mémoire institutionnelle était légendaire parmi les locaux. Si quelqu'un connaissait les levées historiques ou les concessions minières dans la région de Sandrine, ce serait Monique. La femme plus âgée leva les yeux de son classement avec un plaisir sincère lorsque Sandrine s'approcha du comptoir. « Eh bien, Sandrine Dubois, ça fait des mois que je ne vous ai pas vue par ici. Comment vous en sortez-vous là-haut toute seule ? » Je me débrouille très bien, Monique. En fait, j'espère que vous pourriez m'aider avec une recherche. J'essaie de retracer l'histoire des levées pour la zone autour de ma propriété, en particulier les sections sauvages qui jouxtent le territoire du parc national. Les yeux de Monique s'illuminèrent d'intérêt. La recherche historique est mon type de travail préféré. Bien plus intéressant que de traiter des permis de construire toute la journée. Que cherchez-vous exactement ? Sandrine étala une des cartes topographiques de Pierre sur le comptoir, pointant la crête où elle avait trouvé le cairn. Cette zone-ci. J'ai trouvé de vieux marqueurs hier, des cairns et des symboles gravés qui ressemblent à des indicateurs d'arpentage. Pierre avait noté des formations rocheuses inhabituelles dans ce voisinage, mais j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà déposé des concessions officielles ou effectué des levées géologiques là-bas. Donnez-moi quelques minutes, dit Monique, disparaissant dans le labyrinthe d'armoires métalliques qui bordait le mur du fond. Nous avons des archives de levées remontant à l'époque territoriale, bien que certaines des plus anciennes soient en assez mauvais état. Pendant que Monique cherchait, Sandrine étudia les autres cartes et documents affichés dans le bureau. Millebourg avait été une ville minière prospère dans les années 1920 et 1930, mais la plupart des exploitations s'étaient concentrées sur l'extraction de cuivre et d'argent dans les vallées, pas dans les zones sauvages de haute altitude où elle avait trouvé le cairn. Monique revint, portant une boîte en carton et plusieurs documents enroulés, son expression excitée. « Vous êtes tombée sur quelque chose d'intéressant, Sandrine. Regardez ça, un levé géologique de 1932, déposé par un prospecteur nommé Antoine Moreau. La zone du levé inclut exactement la section qui vous intéresse. » La carte du levé était endommagée par l'eau et fragile, mais Sandrine pouvait distinguer les notations soignées et les repères d'altitude. Moreau avait été minutieux, documentant non seulement le potentiel minéral, mais aussi les caractéristiques topographiques, les sources d'eau et les voies d'accès. Plus intriguant encore, sa carte montrait l'emplacement exact du cairn que Sandrine avait découvert, marqué de la notation « balise de piste numéro 1 ». Balise de piste numéro 1, répéta Sandrine. Cela implique qu'il y en avait d'autres. C'est ce que je pensais, acquiesça Monique. Et regardez ça. Moreau a déposé une demande de concession minière couvrant près de 80 hectares dans cette zone. Mais voici la partie intéressante, la concession a été abandonnée après seulement 6 mois, et Moreau a disparu cet hiver-là. Le folklore local dit qu'il est devenu fou à cause de l'isolement, mais certains croyaient qu'il avait trouvé quelque chose d'important et le gardait secret.
Le pouls de Sandrine s'accéléra alors qu'elle étudiait les dessins détaillés de Moreau. L'homme avait clairement été éduqué, peut-être formé comme arpenteur ou géologue. Ses croquis montraient des formations rocheuses et des indicateurs minéraux avec le genre de précision que Pierre aurait admiré. Mais il y avait aussi des annotations étranges, des références à une cache protégée et à la préservation environnementale, qui semblaient inhabituelles pour une exploitation minière typique. Moreau a-t-il déjà déposé des rapports d'analyse? Une quelconque documentation de ce qu'il a trouvé? Monique sortit un dossier en manille. C'est tout ce que nous avons. Moreau était secret sur son travail, mais il a déposé un rapport préliminaire auprès du registre minier. Il est dans nos dossiers depuis 90 ans. Le rapport d'analyse fit trembler les mains de Sandrine. Moreau avait soumis des échantillons montrant une teneur en or exceptionnellement élevée, pas seulement des traces, mais des concentrations qui indiqueraient un gisement important. La valeur estimée, calculée en 1932, était suffisante pour rendre n'importe quel prospecteur riche. Pourquoi abandonnerait-il une concession si précieuse? Se demanda Sandrine à voix haute. C'est là que le mystère devient intéressant, dit Monique, baissant la voix comme si elle partageait un secret confidentiel. Ma grand-mère travaillait ici à l'époque, et elle a toujours dit que Moreau était différent des autres prospecteurs. Il semblait plus intéressé par la protection de la terre que par son exploitation. Certains pensaient qu'il était un peu dérangé, mais ma grand-mère croyait qu'il avait des principes qui entraient en conflit avec l'enrichissement rapide. Sandrine photographia chaque document avec son téléphone, s'assurant de capturer les cartes et croquis détaillés de Moreau. Plus elle en apprenait sur le mystérieux prospecteur, plus son histoire résonnait avec ses propres valeurs. Pierre lui avait toujours appris que les montagnes méritaient le respect, pas seulement l'exploitation. A-t-il un moyen de déterminer si la concession de Moreau est toujours légalement valide? Monique consulta un autre registre. Les concessions abandonnées pendant plus de 90 jours retournent automatiquement au domaine public, sauf si des procédures de renouvellement spécifiques sont suivies. Moreau n'a jamais déposé de renouvellement, donc la terre est techniquement disponible pour de nouvelles concessions. Mais elle se trouve principalement à l'intérieur des limites du parc national maintenant, ce qui complique les choses. En remontant la montagne en voiture, l'esprit de Sandrine s'emballait de possibilités et de questions. Moreau avait clairement trouvé quelque chose de précieux en 1932, mais sa décision d'abandonner la concession suggérait des motivations au-delà du simple profit. Ses références à la préservation environnementale étaient en avance de plusieurs décennies sur leur temps, le genre d'éthique de conservation avant-gardiste qui ne deviendrait courante que dans les années 1970. L'aspect le plus intrigant était la façon dont les balises de piste de Moreau s'alignaient parfaitement avec la navigation instinctive de Gaston. Serait-ce une simple coïncidence qu'un âne à 50 centimes les menait directement à un mystère vieux de 90 ans? Ou y avait-il quelque chose de plus profond à l'œuvre? Une sorte de connaissance héritée, transmise à travers des générations d'animaux qui avaient travaillé dans ces montagnes. De retour au gîte, Sandrine étala les cartes de Moreau à côté des levées géologiques de Pierre, cherchant des connexions et des motifs. Les similitudes étaient frappantes. Les deux hommes avaient noté les mêmes anomalies géologiques, les mêmes indicateurs minéraux, les mêmes formations rocheuses inhabituelles. Pierre avait été sur le point de découvrir ce que Moreau avait trouvé des décennies plus tôt. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur sa table de cuisine, Sandrine prit une décision qui aurait semblé impossible quelques jours auparavant. Demain, elle retournerait dans les montagnes avec un détecteur de métaux et des outils d'arpentage appropriés. Si Moreau avait laissé une piste de balise menant à sa découverte, elle allait suivre cette piste jusqu'au bout. Dehors, Gaston paissait paisiblement dans la prairie. Mais Sandrine remarqua qu'il levait constamment la tête pour regarder vers les lointains sommets, comme s'il pouvait sentir quelque chose appelé depuis la nature sauvage, quelque chose qui attendait patiemment depuis près d'un siècle d'être trouvé par quelqu'un digne de ses secrets. Le détecteur de métaux de Sandrine prenait la poussière dans la grange depuis la mort de Pierre. Il l'avait acheté des années auparavant lors d'une brève phase d'enthousiasme pour la prospection, à une époque où le prix de l'or grimpait et où la retraite semblait plus incertaine qu'aujourd'hui. Elle avait oublié à quel point l'appareil était lourd jusqu'à ce qu'elle l'attache sur ses épaules à côté de son sac de randonnée, se préparant pour ce qui semblait être l'expédition la plus importante de sa vie. Gaston attendit patiemment pendant qu'elle ajustait les sangles et vérifiait son équipement, mais son langage corporel transmettait une urgence. Oreille en avant, poids déplacé vers la montagne, chaque ligne de sa petite silhouette concentrée sur le sentier invisible que lui seul semblait comprendre. Quand elle attacha enfin la longe à son licol, il se dirigea immédiatement vers la même piste de serre qui les avait menés au premier cairn.
la brume matinale s'accrochait au bosquet de Tremble pendant leur ascension, créant une atmosphère presque mystique qui semblait appropriée pour leur mission. Sandrine se surprit à marcher différemment aujourd'hui, prêtant attention aux détails qu'elle avait précédemment ignorés, la façon dont certaines roches étaient disposées, les subtiles variations de la végétation qui pourraient indiquer différentes conditions de sol, les endroits où l'eau avait sculpté des motifs inhabituels dans le paysage. Une heure après le début de leur randonnée, Gaston la fit dévier de l'itinéraire de la veille, suivant ce qui semblait être un sentier encore plus faible à travers un sous-bois dense. La confiance de Sandrine vacilla alors que les branches accrochaient ses vêtements et que le chemin semblait disparaître complètement. Mais Gaston se déplaçait avec une telle certitude qu'elle se força à faire confiance à son jugement. Ils émergèrent dans une petite clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, dominée par un énorme rocher de granit qui se dressait comme un monument naturel. Gaston se dirigea directement à la base du rocher et s'arrêta, regardant Sandrine avec une attente indubitable. « C'est ça, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle. « C'est ce que tu voulais me montrer. » Elle activa le détecteur de métaux et commença un balayage systématique autour de la base du rocher. Presque immédiatement, l'appareil se mit à biper avec une intensité croissante. Le cœur de Sandrine s'emballa alors qu'elle réduisait le signal à un endroit où le granit rencontrait le sol forestier, partiellement caché par des décennies d'aiguilles de pin et de débris organiques accumulés. S'agenouillant avec précaution, elle commença à déblayer la litière naturelle. À une quinzaine de centimètres de profondeur, ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur et de métallique. Travaillant patiemment, elle déterra une bâtée de prospecteurs cabossés mais intacts, du type que les prospecteurs utilisaient depuis plus d'un siècle. La bâtée était vieille, sa surface noircie par le temps et les intempéries, mais clairement bien faite et soigneusement entretenue. « Oh mon Dieu !» murmura Sandrine, berçant la bâtée comme un artefact précieux. « Gaston, ça appartenait à Moreau, n'est-ce pas ?» Le détecteur de métaux continua de biper alors qu'elle élargissait sa recherche. En une heure, elle avait découvert une petite cache d'outils de prospection, une tête de pioche, un tamis, plusieurs conteneurs d'échantillons et, plus remarquable encore, une pochette étanche contenant ce qui semblait être des cartes et des documents. Les mains de Sandrine tremblaient alors qu'elle extrayait soigneusement le contenu de la pochette. Moreau s'était préparé à la possibilité que quelqu'un suive un jour sa piste. Les papiers comprenaient des croquis détaillés du terrain environnant avec des flèches indiquant la direction des marqueurs suivants et, plus intriguant encore, une lettre écrite d'une écriture soignée sur un papier qui avait survécu à 9 décennies dans la nature. À celui qui suit les balises, commençait la lettre, sache que tu marches sur les pas de celui qui aima cette terre plus que l'or lui-même. Le trésor que tu cherches est réel, mais la véritable richesse réside dans la compréhension de la raison pour laquelle il doit être protégé plutôt que pillé. La lettre de Moreau continuait avec des instructions spécifiques pour trouver le prochain marqueur, mais aussi avec des avertissements sur la responsabilité qui accompagnait la connaissance. Il écrivait sur le conflit entre le profit immédiat et la gestion à long terme, sur la nécessité de préserver la nature sauvage pour les générations futures, sur le danger de laisser la cupidité détruire une beauté naturelle irremplaçable. « J'ai vu ce que les exploitations minières font à un pays vierge », avait écrit Moreau. Le trésor que j'ai trouvé pourrait rendre un homme riche, mais il pourrait aussi détruire tout ce que j'ai appris à aimer dans ces montagnes. Les balises que je laisse derrière moi sont pour quelqu'un qui comprendra la différence entre avoir de la richesse et en être digne. Sandrine lut la lettre 2 fois, chaque mot résonnant avec sa propre compréhension croissante de ce sur quoi elle était tombée. Il ne s'agissait pas seulement de trouver de l'or. Il s'agissait de se montrer digne d'un héritage que Moreau avait protégé pendant près d'un siècle. Alors qu'elle remballait les artefacts, Sandrine remarqua que le comportement de Gaston avait changé. Ses oreilles bougeaient constamment, pivotant pour capter des sons qu'elle ne pouvait pas entendre. Quand elle regarda dans la direction de son attention, elle crut apercevoir un mouvement dans les arbres, trop délibéré pour être un animal sauvage, trop lointain pour être identifié clairement. Le retour au gîte fut différent, marqué par le sentiment croissant qu'il n'était plus seul dans la nature. À 2 reprises, Sandrine entendit le son lointain de moteurs, quad ou moto, dans des zones où les véhicules motorisés n'étaient pas autorisés. Lorsqu'ils atteignirent une crête avec une vue dégagée sur la vallée en contrebas, elle repéra des nuages de poussière le long de certaines anciennes routes minières qui n'étaient supposément plus utilisées depuis des décennies. Ce soir-là, Sandrine appela sa sœur Valérie à Lyon, ayant besoin de partager ses découvertes avec quelqu'un qui comprendrait leur importance. Valérie avait toujours été la plus pragmatique, la comptable qui traitait des faits et des chiffres plutôt que des rêves et des possibilités. « Sandrine, tu dois être prudente », dit Valérie après avoir entendu parler de la bâtée de prospecteurs et de la lettre de Moreau.
Si la nouvelle d'éventuels gisements d'or se répand, tu auras tous les chasseurs de fortune de la région qui arpenteront ta propriété. Mais Valérie, il ne s'agit pas de s'enrichir rapidement. Moreau essayait de protéger quelque chose d'important. C'est très noble. Mais les prospecteurs de 90 ans ne sont pas les seuls intéressés par l'or. Les exploitations minières modernes ont des équipements qui peuvent raser un flanc de montagne entier en quelques mois. S'il y a vraiment de l'or significatif là-haut, tu as besoin d'une protection légale avant que la nouvelle ne se propage. La conversation laissa Sandrine avec plus de questions que de réponses. Comment pouvait-elle honorer la vision de gestion de Moreau tout en naviguant dans les réalités modernes des droits miniers et des revendications légales? Comment pouvait-elle protéger la nature qu'elle aimait tout en poursuivant le mystère que Gaston l'avait amenée à découvrir? Alors que la nuit tombait sur les montagnes, Sandrine s'assit sur son porche avec la lettre de Moreau et les carnets de géologie de Pierre, essayant d'élaborer un plan qui satisferait à la fois sa curiosité et sa conscience. Dans la prairie en contrebas, Gaston paissait paisiblement, mais elle remarqua qu'il levait constamment la tête pour regarder vers les sombres silhouettes des pics, comme s'il pouvait sentir quelque chose approcher à travers la nature, quelque chose qui la forcerait bientôt à prendre des décisions qu'elle n'était pas prête à affronter. Le voyage suivant de Sandrine à la préfecture semblait urgent d'une manière que ses recherches précédentes n'avaient pas été. La lettre de Moreau avait fourni les coordonnées du troisième marqueur, mais elle avait également mis en garde contre ceux qui détruiraient pour le profit ce qui devrait être préservé pour la postérité. Alors qu'elle étalait les nouveaux documents sur le comptoir de Monique, Sandrine ne pouvait se défaire du sentiment que le temps pressait. « Vous avez été bien occupé », observa Monique, examinant les photographies des artefacts de Moreau. « C'est remarquable, comme ouvrir une capsule temporelle de l'époque de la Grande Dépression. » Monique, j'ai besoin de comprendre la situation légale. Si la concession de Moreau a été abandonnée, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'autre de déposer une nouvelle concession sur le même terrain? Monique sortit plusieurs gros classeurs. C'est là que les choses se compliquent. En 1932, la loi minière était beaucoup plus simple. Déposer une concession, travailler la terre, maintenir les limites. Mais les réglementations modernes sont entièrement différentes, surtout sur le territoire de l'ONF. Étude d'impact environnemental, inventaire des espèces menacées, évaluation des droits sur l'eau. Le processus peut prendre des années. Mais quelqu'un pourrait quand même déposer une concession? Absolument. En fait, il y a eu une activité accrue dernièrement. L'entreprise de BTP Mercier de Nicolas Mercier a déposé des levées préliminaires pour plusieurs zones par ici. Officiellement, il cherche des gisements de gravier pour des projets routiers, mais on dit qu'il s'intéresse vraiment aux métaux précieux. Sandrine sentit son estomac se nouer. Nicolas Mercier était connu dans tout le département comme un homme qui valorisait le profit par-dessus tout. Son entreprise avait la réputation de terminer les projets rapidement et à moindre coût, sans se soucier des conséquences environnementales. Si Mercier apprenait la découverte de Moreau, la nature vierge deviendrait une exploitation industrielle en quelques mois. Que sait Mercier de l'ancienne concession de Moreau? Difficile à dire, mais il a posé des questions. La semaine dernière, il a demandé des copies de tous les levés géologiques des années 1930. J'ai dû les lui fournir. Ce sont des archives publiques, mais je n'ai pas aimé la façon dont il a étudié ces cartes. Monique sortit un dossier récent. Regardez ça. Mercier a soumis une demande d'exploration des droits miniers sur près de 200 hectares de terrain de l'ONF. Les limites incluent votre propriété et s'étendent bien dans la zone où Moreau travaillait. Sandrine étudia les cartes de Mercier avec une alarme croissante. Sa zone de levée proposée englobait non seulement l'ancienne concession de Moreau, mais aussi la crête où elle avait trouvé le premier cairn et la clairière où Gaston l'avait mené aux outils enfouis. Si la demande de Mercier était approuvée, il aurait l'autorité légale d'amener de l'équipement lourd dans la nature, menant des levées exploratoires qui pourraient détruire à jamais la piste soigneusement cachée de Moreau. Combien de temps ai-je avant que sa demande ne soit traitée? Les examens de l'ONF prennent de 60 à 90 jours, mais il y a d'abord une période de consultation publique. Vous pourriez déposer une objection, mais il vous faudrait des motifs, préoccupations environnementales, importance archéologique, quelque chose de substantiel. Sandrine quitta la préfecture avec des copies de tous les documents pertinents et un sentiment d'urgence croissant. Moreau avait passé des mois à cacher soigneusement sa découverte pour la protéger précisément de ce genre d'exploitation industrielle. Maintenant, 90 ans plus tard, ses pires craintes étaient sur le point de se réaliser, à moins qu'elle ne trouve un moyen de les arrêter. Le retour à son gîte prit plus de temps que d'habitude car elle n'arrêtait pas de vérifier son rétroviseur.
À 2 reprises, elle remarqua le même pick-up sombre qui la suivait à une distance discrète, mais lorsqu'elle tourna sur son chemin privé, le camion continua sans ralentir. Pourtant, quelque chose dans le timing semblait trop commode pour être une coïncidence. Gaston l'attendait près du portail à son arrivée, son langage corporel tendu et alerte. Au lieu de son accueil décontracté habituel, il se dirigea immédiatement vers sa voiture, pressant son nez contre sa main avec une urgence inhabituelle. Quand elle essaya de décharger ses documents de recherche, il se mit sur son chemin, clairement agité par quelque chose. Qu'y a-t-il, Gaston? Qu'est-ce qui ne va pas? En suivant son regard vers le gîte, Sandrine remarqua immédiatement ce qui l'avait dérangé. Sa porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Pas beaucoup, juste assez pour indiquer que quelqu'un était entré. Elle fermait toujours la porte à clé en partant, une habitude développée au fil des années de vie seule dans une région isolée. Le cœur de Sandrine battait la chamade alors qu'elle s'approchait prudemment du gîte. La porte ne montrait aucun signe d'effraction, mais le mécanisme de la serrure semblait avoir été manipulé par un expert. À l'intérieur, tout paraissait normal au premier abord, mais l'attention de Sandrine aux détails révéla les signes subtils de l'intrusion. Des livres légèrement déplacés sur les étagères, des papiers pas tout à fait là où elle les avait laissés, les carnets de géologie de pierre disposés dans un ordre différent. Quelqu'un avait fouillé sa maison avec une minutie professionnelle, cherchant quelque chose de spécifique tout en essayant d'éviter d'être détecté. Mais que pouvait-il chercher? La lettre et les artefacts de Moreau étaient dans sa voiture, et les carnets de pierre ne contenaient rien sur des gisements d'or ou des concessions minières. Puis elle réalisa ce qui manquait. Les cartes topographiques qu'elle avait étalées sur la table de sa cuisine, celles montrant les limites de la concession de Moreau et les endroits où elle avait trouvé les artefacts, avaient disparu. Quiconque était entré par effraction savait exactement ce qu'il cherchait et n'avait pris que ce dont il avait besoin. Les mains de Sandrine tremblaient en appelant la gendarmerie départementale, mais elle savait que la réponse serait prévisible. Aucun objet de valeur volé, aucun dommage matériel évident, aucun témoin dans une région où les voisins étaient à des kilomètres. Le gendarme qui arriva finalement fut poli mais sceptique, suggérant que Sandrine avait peut-être simplement égaré les cartes ou oublié de fermer sa porte à clé. « Madame, nous recevons des appels comme celui-ci assez régulièrement de la part de personnes vivant seules dans des zones isolées. Parfois, les gens se sentent simplement effrayés sans réelle raison. Peut-être devriez-vous envisager d'installer un système de sécurité. » Après le départ du gendarme, Sandrine s'assit sur son porche avec Gaston, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Le timing ne pouvait être une coïncidence. Quelqu'un était au courant de ses recherches, de la découverte de Moreau, et agissait pour garder une longueur d'avance sur son enquête. Mais qui? Et comment avait-il appris ses activités si rapidement? Gaston se pressa contre sa jambe, offrant du réconfort à sa manière silencieuse. En regardant dans ses yeux intelligents, Sandrine réalisa que son sauvetage à 50 centimes était devenu son allié le plus précieux dans une situation qui devenait de plus en plus dangereuse d'heure en heure. Demain, décida-t-elle, ils continueraient à suivre la piste de Moreau, peu importe qui pourrait les observer. Elle le devait à la mémoire de Moreau, à la curiosité scientifique de Pierre et à la nature elle-même de voir ce mystère jusqu'au bout. Mais d'abord, elle devait prendre des précautions. Sandrine déplaça les carnets restants de Pierre dans un coffre-fort à la banque en ville, photographia la lettre et les artefacts de Moreau sous plusieurs angles, et envoya des copies de tout à Valérie à Lyon avec des instructions pour contacter les autorités si quelque chose lui arrivait. Alors que l'obscurité s'installait sur les montagnes, Sandrine vérifia 2 fois chaque serrure et tira les rideaux. Dans la grange, elle prépara des provisions d'urgence, de la nourriture, de l'eau, du matériel de camping et les artefacts de Moreau au cas où il devrait partir rapidement. Elle avait le sentiment troublant que sa vie tranquille en montagne était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée, et que la connaissance mystérieuse de Gaston pourrait être la seule chose qui se dressait entre l'héritage de Moreau et ceux qui le détruiraient pour le profit. Sandrine se réveilla avant l'aube au son du braiement urgent de Gaston, un son qu'elle ne lui avait jamais entendu faire auparavant. À travers la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir sa silhouette dans la prairie, la tête levée et les oreilles alertes, faisant face aux montagnes comme une sentinelle détectant un danger imminent. L'obscurité d'avant l'aube semblait plus lourde que d'habitude, chargée d'une tension qui lui fit hérisser les poils sur les bras. Elle s'habilla rapidement et attrapa son sac d'urgence, faisant plus confiance à l'instinct de Gaston qu'à son propre esprit rationnel. Dehors, l'air portait le grondement lointain de moteurs lourds, trop tôt pour un travail légitime de l'ONF, trop coordonné pour être des véhicules de loisirs.
quelqu'un déplaçait de l'équipement sur les anciennes routes minières sous le couvert de l'obscurité. Gaston vint à elle immédiatement, pressant son nez contre sa paume dans un geste qui était devenu leur signal de communication urgente. Quand elle attacha la longe à son licol, il ne se dirigea pas vers leur sentier habituel, mais la conduisit directement dans la forêt dense derrière son gîte, suivant ce qui semblait être une ancienne piste de gibier qu'elle n'avait jamais remarquée. Ils grimpèrent à travers un sous-bois épais pendant près d'une heure avant d'émerger sur un affleurement rocheux qui offrait une vue dégagée sur les vallées en contrebas. Ce que Sandrine vit lui glaça le sang. Un convoi de camions et d'équipements lourds montait l'ancienne route minière de l'Espérance. Des bulldozers, des excavatrices et ce qui ressemblait à du matériel de forage carottier. Même dans la faible lumière de l'aube, elle pouvait voir le logo distinctif de l'entreprise de BTP Mercier sur les portières des véhicules. « Ils n'attendent pas les permis », murmura Sandrine à Gaston. « Ils s'installent pendant qu'ils pensent que personne ne regarde. » De ce point de vue, elle pouvait voir leur destination, la crête où elle avait trouvé le premier cairn de Moreau. L'équipe de Mercier se dirigeait directement vers l'emplacement marqué sur la carte volée de son gîte. D'une manière ou d'une autre, ils avaient fait le lien entre ces recherches et la découverte de Moreau et avaient décidé de s'en emparer avant qu'elle ne puisse établir une quelconque protection légale. Gaston tira sur la longe, détournant son attention du convoi vers autre chose. En suivant son regard, Sandrine repéra un deuxième groupe se déplaçant à pied dans la forêt. 4 hommes en tenue de camouflage portant du matériel d'arpentage et des détecteurs de métaux. Ils approchaient de la clairière où elle avait trouvé les outils enterrés de Moreau, se déplaçant avec la précision coordonnée de professionnels. L'esprit de Sandrine passa en revue ses options. Elle pouvait retourner au gîte et appeler la gendarmerie, mais le temps que quelqu'un réponde, l'équipe de Mercier serait installée sur le site avec un équipement qu'il faudrait des jours pour enlever. Elle pouvait essayer de joindre directement l'ONF, mais leur bureau n'ouvrirait pas avant des heures. Le plus frustrant, c'est qu'elle n'avait aucun statut légal pour les arrêter. L'ancienne concession de Moreau avait été abandonnée, et ses propres découvertes se trouvaient sur des terres publiques. Mais Gaston semblait avoir un plan entièrement différent. Au lieu de retourner vers le gîte, il commença à descendre de l'autre côté de la crête, suivant ce que Sandrine réalisa progressivement être une autre section du sentier original de Moreau. Le prospecteur avait été minutieux dans la planification de son itinéraire, créant de multiples approches de ces balises qui permettraient l'accès même si les chemins principaux étaient bloqués. Ils atteignirent le 3e marqueur de Moreau juste au moment où le ciel à l'est commençait à montrer les premières lueurs de l'aube. Ce cairn était plus grand que les autres, construit dans une formation rocheuse naturelle qui offrait à la fois une dissimulation et une vue imprenable sur le terrain environnant. Cachée dans les pierres, Sandrine trouva une autre pochette étanche contenant les cartes les plus détaillées de Moreau et ce qui semblait être sa lettre finale. « Si tu as atteint ce point, » avait écrit Moreau, « alors tu comprends que le trésor est à la fois réel et en danger. Le prochain marqueur te mènera à la cache principale, mais méfie-toi, d'autres suivront bientôt qui ne se soucient ni de la préservation ni de la gestion. La terre elle-même testera ta dignité. » La carte finale de Moreau montrait l'emplacement de sa découverte principale, mais elle incluait également des avertissements détaillés sur le terrain instable, les cours d'eau souterrains et la nécessité d'une approche prudente. Plus important encore, elle indiquait que le gisement principal était caché d'une manière qui nécessiterait patience et respect de l'environnement naturel pour y accéder en toute sécurité. Le son des moteurs approchant s'intensifia alors que le convoi de Mercier atteignait la première crête. À travers les arbres, Sandrine pouvait voir les hommes avec des détecteurs de métaux commencer leur recherche systématique de la zone où elle avait trouvé les outils de Moreau. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne découvrent le même sentier qu'elle et Gaston avaient suivi. « Nous devons y arriver en premier », dit Sandrine à Gaston. Moreau a fait confiance à quiconque suivrait ses balises. Nous ne pouvons pas les laisser détruire ce qu'il a passé sa vie à protéger. La réponse de Gaston fut de partir immédiatement le long de la dernière section du sentier, se déplaçant avec une urgence encore plus grande qu'auparavant. Le chemin menait à travers un terrain de plus en plus accidenté, à travers des champs de rochers, des passages de canyons étroits et le long de corniches qui nécessitaient une navigation prudente. Sandrine réalisa que Moreau avait délibérément choisi l'itinéraire le plus difficile possible, s'assurant que seule une personne vraiment engagée dans le voyage atteindrait la destination finale. Derrière eux, le son des tronçonneuses résonnait dans la forêt alors que l'équipe de Mercier commençait à défricher la végétation pour faire de la place à leur équipement lourd. La destruction commençait avant même qu'ils n'aient trouvé ce qu'ils cherchaient, confirmant les pires craintes de Moreau concernant les exploitations minières industrielles. Alors qu'ils montaient plus haut dans les montagnes, Sandrine sentit une connexion croissante avec le prospecteur décédé depuis longtemps qui avait parcouru ces mêmes chemins près d'un siècle auparavant.
Moreau avait été confronté au même choix qu'elle, richesse personnelle contre protection de l'environnement, gain immédiat contre gestion à long terme. Sa décision de cacher plutôt que d'exploiter sa découverte commençait à sembler non seulement noble, mais prophétique. Le dernier marqueur apparut juste au moment où le soleil du matin se levait au-dessus des pics de l'Est, jetant une lumière dorée sur une vallée cachée qui coupa le souffle à Sandrine. L'amphithéâtre naturel ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu en 20 ans d'exploration de la montagne. Des prairies immaculées entourées de murs de granit avec un ruisseau cristallin coulant au centre. C'était le genre d'endroit qui existe dans les rêves de nature sauvage, intact par l'activité humaine et parfait dans son isolement. Gaston la conduisit directement à un énorme rocher près du ruisseau, où le dernier cairn de Moreau se dressait comme un autel à la nature elle-même. Mais alors que Sandrine s'approchait des pierres, elle entendit quelque chose qui lui fit sombrer le cœur, le rugissement lointain d'hélicoptères approchant de la vallée en contrebas. Mercier n'apportait pas seulement de l'équipement au sol, il menait un levé aérien à grande échelle pour localiser exactement ce qu'elle venait de trouver. La course au trésor de Moreau avait commencé pour de bon, et Sandrine réalisa qu'elle était sur le point de découvrir si 90 ans d'attente patiente avaient préparé les montagnes à protéger leurs secrets de ceux qui les détruiraient. Le souffle du rotor de l'hélicoptère dispersa la brume matinale alors que Sandrine s'accroupissait derrière le dernier cairn de Moreau, son cœur battant à tout rompre en sachant que la découverte semblait inévitable. Mais Gaston ne montra aucune crainte de l'aéronef qui approchait. Au lieu de cela, il se dirigea calmement vers la base du rocher et commença à gratter ce qui semblait être de la roche solide, ses actions délibérées et concentrées malgré le chaos qui approchait d'en haut. Suivant son exemple, Sandrine examina le rocher plus attentivement et découvrit ce que la lettre finale de Moreau n'avait que laissé entrevoir. Toute la formation rocheuse était artificielle, une façade soigneusement construite cachant l'entrée d'un réseau de grottes anciennes. Le prospecteur avait passé des mois à camoufler sa découverte si minutieusement que même à quelques mètres de distance, l'entrée restait invisible. Ingénieux, souffla Sandrine, passant ses mains sur les pierres habilement ajustées. Moreau ne cachait pas seulement de l'or. Il protégeait tout un paysage souterrain. Alors que l'hélicoptère tournait au-dessus d'eux, Sandrine réussit à localiser le mécanisme caché que Moreau avait décrit dans sa lettre. Une séquence spécifique de pressions appliquées à certaines pierres faisait pivoter une section de la façade vers l'intérieur, révélant un passage juste assez grand pour qu'une personne et un âne puissent y entrer. L'ingénierie était remarquable, suggérant que Moreau possédait des compétences bien au-delà des connaissances typiques de la prospection. À l'intérieur de la grotte, la lampe de poche de Sandrine révéla des merveilles qui la firent halter d'étonnement. Moreau n'avait pas seulement trouvé de l'or. Il avait découvert une cathédrale souterraine sculptée par des millions d'années d'écoulement d'eau. Des stalactites et des formations de calcite créaient des sculptures naturelles d'une beauté à couper le souffle, tandis qu'un ruisseau souterrain fournissait la bande-son musicale de l'eau qui s'écoulait et résonnait dans des chambres cachées. Mais ce qui arrêta Sandrine net, ce n'était pas la magnificence géologique. C'était la dernière cache de documents de Moreau, soigneusement conservée dans un conteneur métallique à côté de ce qui semblait être une table de pierre naturelle. Ce n'étaient pas des registres miniers ou des cartes au trésor, mais plutôt les journaux détaillés d'un homme dont les découvertes avaient fondamentalement changé sa compréhension de la richesse elle-même. La véritable histoire de Moreau émergea alors que Sandrine lisait les pages d'une écriture soignée à la lueur de sa lampe de poche, avec Gaston montant patiemment la garde à l'entrée de la grotte. Antoine Moreau n'avait pas du tout été un prospecteur typique, mais plutôt un géologue et ingénieur de formation qui avait été engagé par des intérêts miniers pour arpenter la région en vue d'une extraction à grande échelle. Ces premières découvertes avaient en effet révélé d'importants gisements d'or, mais elles avaient également révélé quelque chose de bien plus précieux, un écosystème souterrain de minéraux rares et de formations géologiques qui seraient détruits par l'exploitation minière conventionnelle. « Je suis venu ici chercher fortune », avait écrit Moreau, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, la responsabilité de protéger ce qui ne peut être remplacé. L'or est réel, mais son extraction détruirait des formations qui ont mis des millions d'années à se créer. Je ne peux pas être l'homme qui échange une beauté irremplaçable contre une richesse temporaire. Le journal continuait avec l'éveil environnemental croissant de Moreau, des décennies en avance sur son temps. Il avait réalisé que les chambres souterraines ne contenaient pas seulement de l'or, mais aussi des spécimens de minéraux rares, des formations géologiques uniques et même des preuves d'une ancienne utilisation cérémonielle autochtone. Le réseau de grottes était essentiellement un musée naturel d'histoire géologique et culturelle que l'exploitation minière industrielle anéantirait en quelques jours. J'ai décidé de cacher plutôt que d'exploiter ma découverte, avait écrit Moreau dans sa dernière entrée. Les balises que je laisse guideront une personne digne jusqu'à cet endroit.
Mais le véritable trésor réside dans la compréhension que certaines choses ont plus de valeur lorsqu'elles sont laissées intactes. Que celui qui suit ces signes se montre digne de cette responsabilité. Mais la révélation la plus choquante de Moreau vint dans sa lettre finale, scellée séparément et marquée, pour celui qui achève le voyage. Les mains de Sandrine tremblaient en lisant son ultime confession. Il n'avait pas abandonné sa concession uniquement pour des raisons environnementales, mais parce qu'il avait découvert que les gisements d'or s'étendaient bien au-delà de ses limites légales, englobant des sites sacrés autochtones qui seraient profanés par les opérations minières. J'ai appris que cette vallée était considérée comme sacrée par les habitants originels, avait écrit Moreau. L'or se trouve sous des terrains de cérémonie qui ont été utilisés pour des quêtes de vision et des cérémonies spirituelles pendant d'innombrables générations. Je ne peux pas profiter de la destruction de ce que d'autres tenaient pour sacré, même si la loi m'en donne le droit. L'éveil moral de Moreau l'avait conduit à une décision radicale. Au lieu de déposer des demandes de concessions minières élargies, il avait contacté des représentants de communautés autochtones locales et leur avait offert de l'aide pour établir une protection légale des sites sacrés. Mais ces efforts avaient été interrompus par l'hiver rigoureux qui lui avait coûté la vie, laissant sa vision environnementale non réalisée pendant près d'un siècle. Les implications frappèrent Sandrine comme un coup de poing. Il ne s'agissait pas seulement de protéger la nature de l'exploitation industrielle. Il s'agissait d'honorer les droits des autochtones et les terres sacrées qui précédaient toute concession minière de milliers d'années. Le trésor caché de Moreau était en fait la preuve d'une révolution morale qui attendait depuis 90 ans que quelqu'un poursuive son travail. Dehors, l'hélicoptère avait atterri dans la prairie, et Sandrine pouvait entendre des voix s'approcher à travers la forêt. L'équipe de Nicolas Mercier menait une recherche systématique de la zone à l'aide de détecteurs de métaux et de radars à pénétration de sol pour localiser la cache de Moreau. Mais il cherchait des gisements d'or, ne comprenant pas que le véritable trésor était le réseau de grottes lui-même et la responsabilité qui accompagnait sa découverte. Le léger hennissement de Gaston attira l'attention de Sandrine sur quelque chose qu'elle avait initialement manqué, une série de pictogrammes sur les murs de la grotte, peints avec des pigments naturels et dépeignant des cérémonies impliquant les chambres souterraines. L'œuvre d'art était ancienne mais bien conservée, confirmant la découverte de Moreau que cet endroit avait été sacré pour les peuples autochtones bien avant l'arrivée de tout prospecteur européen. « Mon Dieu !» murmura Sandrine, la compréhension se faisant enfin jour. Moreau ne cachait pas de leur voler. Il protégeait un site sacré. Et maintenant, je dois décider si je veux honorer sa vision ou la laisser être détruite. Les voix à l'extérieur se rapprochèrent, et Sandrine réalisa qu'elle n'avait que quelques minutes avant que l'équipe de Mercier ne découvre l'entrée cachée. Les journaux de Moreau indiquaient clairement que l'or était réel et précieux, valant probablement des millions sur le marché actuel. Mais son extraction nécessiterait de détruire des formations géologiques irremplaçables et de profaner des sites autochtones sacrés qui méritent protection, et non exploitation. À cet instant, accroupie dans une cathédrale souterraine avec un âne à 50 centimes qui avait su exactement où la mener, Sandrine comprit ce que Moreau avait réalisé 90 ans plus tôt. La véritable richesse ne se mesurait pas en euros, mais dans la responsabilité de protéger ce qui ne pouvait être remplacé. Le choix qui s'offrait à elle n'était pas entre la pauvreté et la richesse, mais entre honorer la sagesse du passé et répéter les erreurs qui avaient déjà trop endommagé le monde naturel. Gaston se pressa contre sa jambe, offrant un soutien silencieux pour la décision qu'elle prendrait. En regardant dans ses yeux intelligents, Sandrine se sentit certaine que l'esprit de Moreau l'avait d'une manière ou d'une autre guidé jusqu'à ce moment, lui faisant confiance pour achever le travail qu'il avait commencé. La question était de savoir si elle possédait le courage de suivre son exemple, même si cela signifiait renoncer à plus d'argent qu'elle n'avait jamais rêvé d'avoir. Le son des détecteurs de métaux s'intensifia à l'extérieur, et Sandrine sut que son temps de décision était compté. Entre ses mains, elle détenait la preuve de gisements d'or valant des millions, ainsi que le testament moral de Moreau sur le véritable coût de l'extraction. Quel que soit le choix qu'elle ferait dans les prochaines minutes, il déterminerait non seulement son propre avenir, mais aussi le sort d'un paysage sacré qui attendait depuis près d'un siècle quelqu'un digne de sa protection. La décision de Sandrine se cristallisa avec une clarté soudaine alors que les voix à l'extérieur se rapprochaient. Moreau avait passé ces derniers mois à créer un test, non pas de cupidité ou de détermination, mais de sagesse et de courage moral. La piste élaborée de balises n'avait pas été conçue pour mener des chasseurs de trésors alors, mais pour guider la bonne personne vers la compréhension de ce qui comptait vraiment. Elle remit soigneusement les journaux de Moreau dans leur conteneur de protection, mais garda sa lettre finale, la preuve dont elle aurait besoin pour la suite. « On sort d'ici, Gaston, murmura-t-elle. Mais on ne s'enfuit pas. On va finir ce que Moreau a commencé.
Le réseau de grottes était plus étendu qu'elle ne l'avait initialement réalisé. Les cartes de Moreau montraient plusieurs passages et sorties, dont un qui émergeait à près d'1,5 km de là dans un bosquet dense de trembles. Le prospecteur avait prévu exactement cette situation, un moyen de s'échapper sans être vu tout en laissant son trésor protégé de ceux qui le détruiraient pour le profit. Naviguer dans les passages souterrains à la lampe de poche exigeait une attention particulière aux cartes dessinées à la main de Moreau, mais Gaston semblait comprendre l'itinéraire instinctivement. Peut-être était-ce la même connaissance héritée qui l'avait mené aux premières balises, ou peut-être pouvait-il sentir les courants d'air qui indiquaient les passages vers la surface. Quoi qu'il en soit, sa confiance dans l'obscurité donna à Sandrine le courage de continuer à travers des passages qui l'auraient terrifié dans des circonstances normales. Ils émergèrent à la lumière du soleil matinal près d'1 heure plus tard, dissimulés par le bosquet de trembles et complètement cachés de l'opération de recherche de Mercier. De cette position, Sandrine pouvait voir toute l'étendue de l'invasion industrielle. Les bulldozers avaient déjà commencé à abattre des arbres autour du site du premier cairn, tandis que des équipes avec des détecteurs de métaux menaient des recherches en quadrillage de tout le fond de la vallée. La vue renforça sa détermination. Moreau avait craint exactement ce genre d'exploitation, et ses pires cauchemars se réalisaient en temps réel. Mais contrairement aux prospecteurs qui avaient travaillé seuls dans les années 1930, Sandrine avait accès à des communications modernes et à des ressources juridiques qui pouvaient arrêter la destruction avant qu'elle n'aille trop loin. Son premier appel fut pour Valérie, expliquant la situation avec l'urgence qu'elle exigeait. « J'ai besoin que tu contactes immédiatement la Société historique régionale. Dis-leur que nous avons découvert des preuves documentées de sites sacrés autochtones menacés par une activité minière illégale. Je t'envoie des photos des peintures rupestres tout de suite. » L'esprit comptable de Valérie saisit immédiatement les implications juridiques. « Sandrine, si tu peux prouver une utilisation cérémonielle autochtone, ça change tout. La loi française exige une consultation avec les représentants des communautés autochtones avant que toute activité de perturbation puisse avoir lieu sur des sites sacrés, même sur des terres publiques. Combien de temps ce processus prendra-t-il? Des jours au minimum, des semaines plus probablement. Mais tu as besoin d'une documentation officielle des autorités autochtones reconnues. As-tu une idée des communautés qui utilisaient cette région historiquement? » Sandrine consulta les journaux de Moreau, trouvant ses notes soigneuses sur les représentants qu'il avait contactés dans les années 1930. Il mentionne les communautés autochtones locales. Moreau croyait que la grotte était utilisée pour des quêtes de vision et des cérémonies de passage à l'âge adulte. Parfait. J'appelle les 2 conseils communautaires immédiatement. Ils auront un statut juridique pour demander une injonction d'urgence si leurs sites sacrés sont menacés. Pendant que Valérie s'occupait des aspects juridiques, le prochain appel de Sandrine fut pour Marc Durand, le garde forestier de l'ONF qui l'avait aidé dans ses recherches précédentes. La réponse de Durand fut immédiate et rassurante. Il s'inquiétait des activités de levée de Mercier depuis des semaines, mais n'avait pas eu de motif d'intervention jusqu'à présent. « Sandrine, ce que vous décrivez est exactement ce dont nous avions besoin. Si les équipes de Mercier opèrent sans les permis appropriés dans des zones d'importance culturelle, je peux les arrêter immédiatement en attendant les évaluations d'impact environnemental et culturel. À quelle vitesse pouvez-vous être là? Je suis à 20 minutes. Tenez-moi au courant de votre position. Et quoi que vous fassiez, restez à l'écart des sites de travail actifs. Certains des hommes de Mercier ont été assez agressifs avec quiconque remet en question leurs activités. » L'appel final de Sandrine fut pour le journal local, sachant que l'attention du public fournirait une protection que sa petite équipe juridique pourrait ne pas être en mesure de garantir. Le journaliste spécialisé en environnement fut fasciné par l'histoire de l'héritage de conservation caché de Moreau et promit d'avoir un photographe sur place dans les heures qui suivaient. « C'est exactement le genre d'histoire qui intéresse nos lecteurs », l'assura le journaliste. Histoire locale, protection de l'environnement, droits des autochtones. Cela touche tous les angles qui comptent pour notre communauté. De sa position dissimulée dans les trembles, Sandrine observa l'opération de Mercier avec une satisfaction croissante alors que ses alliés commençaient à répondre. Le premier véhicule de l'ONF arriva juste au moment où les bulldozers se préparaient à enlever le premier cairn de Moreau. L'intervention de Durand fut rapide et décisive. Toutes les machines reçurent l'ordre de cesser immédiatement leurs opérations en attendant la vérification des permis et l'examen environnemental. Mais Nicolas Mercier n'abandonnait pas facilement. Sandrine pouvait le voir se disputer avec Durand, gesticulant avec colère vers l'équipement et la forêt partiellement défrichée. Lorsque les représentants autochtones arrivèrent, 2 hommes âgés qui examinèrent les peintures rupestres avec une attention respectueuse,
la frustration de Mercier devint visible même de loin. Le photographe du journal documenta tout, l'opération de défrichement illégal, les anciens autochtones examinant les sites sacrés, le système de grottes sophistiqué que l'exploitation minière industrielle aurait détruit. Chaque photographie renforçait le dossier en faveur d'une protection permanente de la découverte de Moreau. Au fur et à mesure que la journée avançait, Sandrine se sentit de plus en plus confiante que la vision de Moreau pourrait enfin être réalisée. Le cadre juridique existait pour protéger les sites sacrés autochtones. Les lois environnementales étaient assez fortes pour empêcher l'exploitation minière destructrice dans des écosystèmes sensibles. Le soutien du public était écrasant une fois que les gens comprenaient ce qui était en jeu. Mais sa satisfaction était tempérée par l'observation des tentatives de plus en plus désespérées de Mercier pour sauver son opération. Ses équipes menaient toujours des levées dans des zones hors de la juridiction immédiate de Durand, et son équipe juridique déposait des appels d'urgence pour annuler l'arrêt des travaux. Plus inquiétant, certains de ces opérateurs de machines semblaient plus intéressés par l'emplacement de Sandrine que par le remballage de leur équipement. Ils savent que j'ai les cartes de Moreau, réalisa Sandrine, observant à travers ses jumelles plusieurs hommes examiner la zone où elle et Gaston avaient émergé du système de grotte. Ils n'abandonnent pas. Ils essaient de trouver une autre entrée. Le comportement de Gaston confirma ses craintes. L'âne était de plus en plus agité, ses oreilles bougeant constamment pour suivre des sons que Sandrine ne pouvait pas entendre. Quand elle suivit son regard vers la forêt, elle aperçut des mouvements qui suggéraient qu'ils étaient observés par des gens qui ne voulaient pas être vus. En fin d'après-midi, Sandrine avait rassemblé une formidable coalition d'alliés, représentants autochtones, responsables de l'ONF, avocats spécialisés en environnement et une attention médiatique qui grandissait d'heure en heure. Le rêve centenaire de Moreau de protéger la vallée sacrée était plus proche de la réalité qu'il ne l'avait jamais été. Mais à l'approche du soir, alors que la plupart des observateurs officiels commençaient à partir, Sandrine réalisa que la véritable confrontation ne faisait que commencer. Les hommes de Mercier étaient toujours dans la région, et ils savaient qu'elle possédait la clé pour accéder au trésor de Moreau. La protection légale était solide, mais pas encore permanente. Et il y avait encore des heures d'obscurité à venir où tout pouvait arriver. Demain, nous rendrons cela officiel, dit-elle à Gaston, alors qu'il se préparait à passer la nuit dans le bosquet de Tremble plutôt que de retourner à son gîte potentiellement compromis. Demain, nous transformerons la vallée cachée de Moreau en un site sacré protégé que personne ne pourra jamais détruire. Mais d'abord, il devait survivre à une nuit dans la nature avec des gens qui avaient des millions d'euros en jeu et aucun respect apparent pour les limites légales. Sandrine vérifia ses provisions d'urgence et s'assura que son téléphone était complètement chargé pour les défis que l'obscurité pourrait apporter. Moreau avait protégé sa découverte pendant 90 ans. C'était maintenant à son tour de se montrer digne de cet héritage, peu importe ce que cela lui coûterait. L'attaque survint juste après minuit, alors que Sandrine somnolait contre son sac à dos, Gaston montant la garde à proximité. Le braiement urgent de l'âne la réveilla en sursaut quelques secondes avant que de puissants faisceaux de lampes de poche ne percent l'obscurité autour de leur campement caché. 3 hommes émergèrent de la forêt, se déplaçant avec une précision militaire, leurs visages masqués par des équipements de vision nocturne qui leur donnaient un avantage significatif dans l'obscurité. Madame Dubois, lança le chef d'une voix qu'elle reconnut comme étant celle de Nicolas Mercier. Nous devons avoir une conversation au sujet de ces cartes que vous avez trouvées. Mon équipe juridique dit que vous êtes en infraction sur un terrain que mon entreprise a des droits de levée légitimes pour explorer. Le cœur de Sandrine martelait alors qu'elle se mettait debout, se plaçant entre les hommes qui approchaient et Gaston. Son téléphone n'avait pas de réseau. Ils étaient trop profondément dans la nature pour une communication fiable. Exactement ce sur quoi Mercier avait compté. Vos levées ont été effectuées sans les permis appropriés, répliqua Sandrine, surprise par le calme de sa propre voix. L'ONF a déjà arrêté votre opération en attendant un examen environnemental. Le rire de Mercier n'avait rien d'amusant. Un contretemps temporaire, rien de plus. Mes avocats déposent des appels devant le tribunal administratif demain matin, et ils sont convaincus que nous aurons l'autorisation complète de procéder d'ici quelques jours. Mais ce calendrier dépend de l'accès à toute la documentation historique pertinente, y compris les cartes originales de Moreau. J'ai déjà tout remis aux représentants autochtones et à la société historique. Vous perdez votre temps. Je ne crois pas. Mercier s'approcha, et Sandrine put voir son visage clairement dans les faisceaux de lampes de poche réfléchies. Vous voyez, Madame Dubois, j'ai aussi fait mes recherches. La concession de Moreau a peut-être été légalement abandonnée, mais ses levées géologiques étaient remarquablement précis.
Les gisements d'or qu'il a documentés valent au moins 3 millions d'euros au prix actuel du marché, peut-être beaucoup plus. Sandrine se força à rester calme malgré la menace croissante dans le ton de Mercier. Et vous pensez que cela vous donne le droit de détruire des sites sacrés autochtones? De raser un écosystème entier pour le profit? Je pense que cela me donne le droit de poursuivre des opportunités commerciales légitimes sur des terres publiques en utilisant les canaux légaux appropriés et des garanties environnementales. Ce que vous appelez destruction, j'appelle un développement responsable des ressources qui créent des emplois et génèrent des revenus fiscaux pour la communauté. Gaston se rapprocha de Sandrine, son langage corporel tendu et protecteur. Dans l'obscurité au-delà des faisceaux de lampes de poche, Sandrine pouvait entendre d'autres bruits, plus de pas, le crépitement de communication radio, le mouvement systématique de personnes encerclant leur position. « Combien d'hommes avez-vous amené » demanda Sandrine, gagnant du temps tandis que son esprit cherchait des options pour s'échapper. « Assez pour nous assurer que nous pouvons avoir une conversation ininterrompue sur nos intérêts mutuels, » répondit Mercier. « Vous voyez, Madame Dubois, je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je vous offre une opportunité de partenariat qui pourrait bénéficier à tout le monde. » Quel genre de partenariat? Vous m'aidez à accéder à la cache de Moreau, et je vous garantis que 20% des bénéfices iront directement à des programmes de protection de l'environnement. Nous établirons une fondation pour la préservation de la nature, financerons des programmes culturels autochtones, et même construirons un centre d'accueil pour éduquer les gens sur l'histoire de la région. L'offre était sophistiquée, conçue pour faire appel à ses préoccupations environnementales tout en atteignant l'objectif principal de Mercier. Mais Sandrine avait lu les journaux de Moreau assez attentivement pour comprendre que toute opération minière, aussi responsable soit-elle, détruirait irrémédiablement le délicat écosystème souterrain. Moreau a passé des mois à étudier ce système de grottes, répliqua Sandrine. Il a compris que les formations géologiques ont mis des millions d'années à se développer et ne peuvent être remplacées une fois détruites. Aucune somme d'argent ne peut compenser ce genre de pertes. Moreau était un prospecteur de l'époque de la crise avec des connaissances scientifiques limitées, rétorqua Mercier. Les techniques minières modernes sont bien plus précises et respectueuses de l'environnement. Nous pouvons extraire les gisements d'or tout en préservant les caractéristiques géologiques les plus significatives et les sites sacrés autochtones. Les chambres cérémonielles avec des peintures antérieures au contact européen seront protégées et préservées dans le cadre de l'expérience du centre d'accueil. Les revenus du tourisme provenant du site historique pourraient même dépasser la valeur de l'extraction de l'or avec le temps. Sandrine sentit une lueur de doute. La proposition de Mercier semblait raisonnable, voire progressiste par rapport aux opérations minières typiques. Mais quelque chose dans son ton suggérait que la protection de l'environnement était une position de négociation plutôt qu'un engagement sincère. Le mouvement soudain de Gaston brisa l'impasse tendue. L'âne s'avança et se plaça directement entre Sandrine et Mercier, son petit corps rayonnant d'une énergie protectrice qui surprit tout le monde. À cet instant, Sandrine réalisa que son sauvetage à 50 centimes était prêt à défendre l'héritage de Moreau avec la même détermination qui avait guidé leur voyage depuis le début. « J'ai besoin de temps pour examiner votre proposition, » dit Sandrine avec précaution. Ces décisions ne devraient pas être prises sous pression au milieu de la nuit. Malheureusement, le temps est quelque chose que nous n'avons pas, répondit Mercier, son faux caractère raisonnable s'évanouissant enfin. Mon équipe juridique a besoin de ces cartes pour demain matin afin de les inclure dans notre dossier au tribunal. Soit vous coopérez volontairement, soit nous devrons explorer d'autres options pour accéder aux informations dont nous avons besoin. La menace était claire, et Sandrine comprit que sa vie paisible en montagne était sur le point de devenir très compliquée. Le moment de décision de Sandrine fut interrompu par un son inattendu, le grondement lointain de véhicules approchant, résonnant à travers la forêt. La tête de Mercier se tourna brusquement vers le bruit, son assurance vacillant alors que plusieurs paires de phares devenaient visibles à travers les arbres. « Chef », rapporta l'un de ses hommes par radio, « on a l'ONF, la police territoriale autochtone et ce qui ressemble à des véhicules de presse qui montent par la route d'accès principale. Plusieurs unités, et elles arrivent vite. » Valérie avait manifestement été bien occupée pendant l'après-midi, coordonnant une réponse qui arrivait avec un timing parfait. Sandrine ressentit une vague de gratitude envers sa sœur pragmatique, dont l'esprit de comptable avait apparemment mieux saisi l'urgence de la situation que quiconque. « Vous avez appelé des renforts » accusa Mercier, la voix tendue de colère. C'était censé être une discussion d'affaires privées. « Vous avez amené des hommes armés pour menacer une femme campant seule dans la nature » répliqua Sandrine, trouvant du courage dans l'aide qui approchait. « Je dirais que la situation a largement dépassé le stade de la discussion d'affaires privées.
Le premier véhicule à atteindre le remplacement fut le camion de l'ONF de Marc Durand, suivi de près par 2 unités de la police territoriale autochtone et une camionnette avec les logos de France 3 régions. Sandrine n'avait jamais été aussi heureuse de voir des lumières artificielles percer l'obscurité de la montagne. Durand sortit de son camion avec l'autorité calme de quelqu'un habitué à désamorcer des situations tendues en milieu sauvage. Bonsoir à tous. Nous avons reçu des rapports d'activité nocturne non autorisées dans une zone réglementée. Je vais devoir demander à tout le monde de reculer et d'expliquer ce qui se passe ici. Garde Durand, dit Mercier, passant immédiatement à son personnage d'homme d'affaires. Il semble y avoir une certaine confusion concernant les limites de levée et les droits d'accès. Mon équipe juridique aura réglé cela d'ici demain matin. En fait, monsieur Mercier, répondit Jean-Luc Fournier, le chef de la police territoriale autochtone qui sortit du deuxième véhicule, votre équipe juridique devra faire face à des accusations fédérales d'intimidation de témoins et d'ingérence dans une enquête active de préservation culturelle. Nous surveillons vos communications radio depuis 1 heure. Sandrine réalisa que la cavalerie n'était pas arrivée par accident. Ils avaient suivi les mouvements de Mercier et avaient probablement entendu suffisamment de la confrontation pour comprendre exactement ce qui se passait. Les forces de l'ordre moderne disposaient de ressources que Moreau n'aurait jamais pu imaginer, et elles étaient utilisées pour protéger les mêmes sites sacrés que le prospecteur était mort en essayant de préserver. Madame Dubois, continua le chef Fournier, nos historiens ont confirmé que le réseau de grottes que vous avez découvert contient certaines des œuvres d'art cérémonielles les plus importantes de notre territoire traditionnel. La loi française est très claire sur la protection de tels sites contre toute forme de perturbation. Le photographe de presse documentait tout. Les flashs illuminaient la scène surréaliste d'une confrontation armée dans la nature. Sandrine réalisa que le journal de demain raconterait l'histoire de l'héritage de conservation de Moreau d'une manière qui rendrait impossible pour quiconque de l'ignorer. Chef Fournier, j'ai quelque chose qui appartient à votre peuple, dit Sandrine, plongeant soigneusement la main dans son sac à dos pour récupérer la lettre finale de Moreau. Antoine Moreau a écrit ceci en 1932, expliquant pourquoi il ne pouvait pas profiter d'opérations minières qui détruiraient des sites cérémoniels. Il voulait que les représentants autochtones soient informés de l'existence des chambres sacrées. Le chef Fournier lut la lettre de Moreau à la lueur d'une lampe de poche, son expression devenant de plus en plus solennelle à chaque paragraphe. Quand il eut fini, il leva les yeux vers Sandrine avec une expression proche de la révérence. Ce prospecteur a compris ce que beaucoup de gens modernes ne saisissent toujours pas, dit le chef. Certains endroits sont trop sacrés pour être mesurés en argent. Moreau essayait de rendre la gestion de ce site à ses gardiens légitimes, ce qui est exactement ce que nous allons faire, répondit Sandrine. Moreau a laissé une documentation détaillée de tout ce qu'il a trouvé, y compris des cartes du système de grottes et des photographies de l'art cérémoniel. Tout est donné au Centre culturel autochtone, ainsi que la documentation juridique établissant une protection permanente pour toute la région. Le visage de Mercier montra sa défaite alors qu'il réalisait que son opération minière à plusieurs millions d'euros venait de devenir un site culturel protégé par l'État. Vous ne comprenez pas ce que vous jetez. Cet or pourrait financer le développement communautaire pendant des décennies. Monsieur Mercier, répondit le chef Fournier avec une dignité tranquille, notre peuple est riche de la manière qui compte depuis des milliers d'années. Nous n'avons pas besoin de détruire des lieux sacrés pour comprendre notre propre valeur. La confrontation qui avait semblé si menaçante quelques minutes plus tôt se dissipa en une procédure policière de routine alors que Mercier et ses hommes étaient escortés pour interrogatoire. Sandrine regarda les feux arrière disparaître sur la route de montagne, se sentant comme si elle venait d'assister au dernier chapitre de la lutte centenaire de Moreau pour protéger ce qui ne pouvait être remplacé. Madame, dit Durand alors que la crise immédiate passait, vous avez accompli quelque chose de remarquable ici. La découverte de Moreau deviendra l'un des sites culturels protégés les plus importants de la région. Vos actions de ce soir ont probablement sauvé des artefacts irremplaçables qui auraient été détruits d'ici demain matin. Debout dans la clairière de la forêt, avec Gaston pressé contre elle, Sandrine sentit le poids des 90 dernières années s'apaiser. La vision de Moreau s'était enfin réalisée. Non pas par les actions de compagnies minières ou d'agences gouvernementales, mais par la simple compassion d'une femme qui avait payé 50 centimes pour un âne dont personne d'autre ne voulait. Le trésor avait été trouvé, protégé et rendu à ses gardiens légitimes, exactement comme Moreau l'avait rêvé. 1 an plus tard, Sandrine se tenait à l'entrée du centre d'accueil du site sacré Antoine Moreau, regardant des anciens autochtones guider un groupe d'écoliers vers le réseau de grottes qui était resté caché pendant 90 ans. La transformation de la vallée isolée était remarquable, non pas par le développement industriel,
mais par une préservation respectueuse qui honorait à la fois le paysage naturel et sa signification culturelle. Le centre d'accueil avait été construit en utilisant des principes de conception autochtone traditionnels, avec des matériaux qui complétaient plutôt que concurrençaient la nature environnante. Des panneaux solaires fournissaient l'électricité, des systèmes géothermiques s'occupaient du chauffage et de la climatisation, et toute la structure semblait pousser naturellement du paysage plutôt que de s'y imposer. Des plantes indigènes entouraient le bâtiment, créant une transition harmonieuse entre l'architecture et l'environnement qui aurait rendu Moreau fier. Sandrine appela le chef Fournier alors qu'il approchait avec le groupe du matin. Les enfants espèrent que Gaston sera disponible pour la promenade dans la nature aujourd'hui. Elle regarda vers la prairie où Gaston paissait contentement, son pelage maintenant brillant grâce à une bonne nutrition et des soins vétérinaires réguliers. L'âne était devenu une sorte de célébrité depuis que l'histoire de ses remarquables compétences de navigation s'était répandue dans les cercles environnementaux et des droits des autochtones. Des visiteurs venaient de tout le pays dans l'espoir de rencontrer l'animal dont les instincts avaient conduit à l'une des plus importantes découvertes de préservation culturelle des dernières décennies. « Je pense qu'il apprécierait », répondit Sandrine, regardant Gaston lever la tête au son des voix des enfants. « Il a toujours été bon avec les jeunes. » La transformation dans la propre vie de Sandrine avait été tout aussi spectaculaire, bien que d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper lorsqu'elle s'était agenouillée pour la première fois à côté d'un âne décharné à la coopérative agricole Le Roi. La Fondation Moreau, créée grâce à des subventions d'organisations environnementales et de sociétés de préservation culturelle, l'avait engagée comme première directrice, reconnaissant que ses connaissances géologiques et son lien profond avec la région la rendaient particulièrement qualifiée pour superviser la protection du site. Son nouveau rôle lui offrait une sécurité financière qu'elle n'avait jamais attendue. Mais plus important encore, il donnait à sa vie un sens qui lui manquait depuis la mort de Pierre. Chaque jour amenait de nouveaux visiteurs désireux d'en apprendre davantage sur l'héritage de conservation de Moreau, sur les traditions culturelles autochtones et sur le délicat écosystème souterrain que l'exploitation minière industrielle aurait détruit pour toujours. La résolution juridique avait été rapide une fois que les autorités nationales s'en étaient mêlées. L'entreprise de BTP Mercier avait fait face à des amendes importantes pour avoir opéré sans les permis appropriés et pour avoir tenté d'intimider des témoins dans une affaire de préservation culturelle nationale. Nicolas Mercier lui-même avait été interdit de mener des opérations minières sur des terres publiques pendant 10 ans, mettant fin au plan d'expansion de son entreprise dans la région. Mais la véritable victoire avait été la création du site sacré Antoine Moreau en tant que réserve culturelle permanente, gérée conjointement par l'ONF et les autorités autochtones. La désignation protégeait non seulement le système de grottes, mais aussi tout le bassin versant qui alimentait les cours d'eau souterrains, garantissant que les délicates formations minérales resteraient intactes pour les générations futures. Madame Dubois, demanda l'un des écoliers en visite alors qu'il se préparait pour la promenade dans la nature, est-ce vrai que Gaston peut trouver des choses que les gens ne peuvent pas voir? Sandrine sourit, se souvenant de son propre scepticisme un an plus tôt. Gaston a de très bons instincts pour les montagnes. Les animaux remarquent souvent des choses que les humains manquent, des sons, des odeurs, des changements dans l'environnement qui les aident à naviguer. Mais comment savait-il où trouver le trésor? La question avait été posée des centaines de fois par des journalistes, des chercheurs et des visiteurs curieux. Sandrine avait développé une réponse standard qui satisfaisait la plupart des gens tout en préservant une partie du mystère qui rendait l'histoire de Gaston si captivante. Je pense que Gaston a compris quelque chose que j'ai mis beaucoup plus de temps à apprendre, dit-elle, regardant l'âne s'approcher du groupe avec sa dignité calme caractéristique. Le vrai trésor n'était pas l'or ou l'argent. C'était de découvrir quelque chose de précieux qui avait besoin de protection. Gaston m'a mené aux balises de Moreau parce qu'il savait, d'une manière ou d'une autre, qu'elle nous guiderait vers quelque chose qui valait la peine d'être préservé. La visite de l'après-midi emmena les visiteurs à travers le système de grottes en utilisant des passerelles soigneusement conçues qui permettaient l'accès sans endommager les formations. Sandrine ne se lassait jamais de regarder les visages des gens lorsqu'ils découvraient la cathédrale souterraine pour la première fois, ressentant le même sentiment d'émerveillement et de respect qu'elle avait éprouvé ce premier matin où Gaston l'avait conduite à travers l'entrée cachée de Moreau. Les peintures rupestres restaient la partie la plus émouvante de la visite, avec des guides autochtones expliquant la signification spirituelle des cérémonies qui s'étaient déroulées dans ces chambres pendant d'innombrables générations. Le conteneur métallique de Moreau était toujours sur la table de pierre où il l'avait laissé, maintenant protégé derrière une vitre de qualité musée, mais toujours visible comme témoignage de l'éveil moral d'un homme. Antoine Moreau aurait pu devenir très riche grâce à sa découverte, expliquait Sandrine à chaque groupe de visiteurs. Au lieu de cela, il a choisi de protéger ce qui ne pouvait être remplacé.
Sa décision de cacher plutôt que d'exploiter sa trouvaille a préservé non seulement de l'or, mais une pièce irremplaçable de l'histoire culturelle et naturelle. À l'approche du soir, alors que les visiteurs de la journée partaient, Sandrine se promena avec Gaston dans la prairie où se trouvait la cabane originale de Moreau. Un petit monument marquait maintenant l'endroit, portant une inscription qui résumait l'héritage du prospecteur. Il a trouvé de l'or, mais a choisi de préserver quelque chose de plus précieux. Le succès de la Fondation Moreau avait dépassé toutes les attentes. Des programmes éducatifs amenaient des milliers d'étudiants sur le site chaque année, leur enseignant la gestion de l'environnement et la préservation culturelle. Des partenariats de recherche avec des universités documentaient l'écosystème unique de la grotte, tandis que des études archéologiques continuaient de révéler une nouvelle compréhension des pratiques cérémonielles autochtones. L'ironie n'échappait pas à Sandrine, son investissement de 50 centimes dans un âne non désiré avait conduit à des découvertes valant des millions, non pas en richesses extraites, mais en patrimoine préservé et en nature protégée. Le budget annuel de la fondation dépassait tout ce qu'elle aurait pu gagner dans sa vie antérieure, financé par des dons de personnes qui comprenaient que certains trésors avaient plus de valeur lorsqu'ils étaient laissés dans le sol. « Tu sais quelle est la meilleure partie, Gaston ?» dit-elle en caressant son cou alors qu'il regardait le soleil se coucher derrière les pics qui avaient caché le secret de Moreau pendant 90 ans. Pierre aurait adoré tout ça. Il disait toujours que les montagnes avaient plus d'histoire à raconter que nous n'avions de temps pour les écouter. Son téléphone vibra avec un texto de Valérie. « J'ai vu le documentaire sur France 5 sur le site Moreau. Maman et papa seraient si fiers de ce que tu as accompli. Quand tu seras prête pour la prochaine aventure, il y a une histoire de concession minière abandonnée dans le Massif central qui pourrait intéresser la fondation. » Sandrine rit, imaginant d'autres aventures qui attendaient dans la nature. D'autres trésors cachés qui avaient besoin de protection plutôt que d'exploitation. Le travail que Moreau avait commencé était loin d'être terminé. À travers les zones sauvages de France, d'innombrables sites restaient vulnérables au développement industriel qui privilégiait le profit à la préservation. Monique de la préfecture était devenue une bénévole régulière au centre d'accueil, partageant sa connaissance encyclopédique de l'histoire locale avec des touristes fascinés. Marc Durand avait été promu au sein de l'ONF, en grande partie grâce à son approche innovante de la protection des sites culturels tout en maintenant l'accès au public. Même Stéphane Leroy avait bénéficié de la découverte de Moreau. Son magasin agricole vendait désormais des souvenirs du site Antoine Moreau et du matériel de camping au flux constant de visiteurs, offrant des avantages économiques à Millebourg qui étaient durables plutôt qu'extractifs. Le village qui s'était autrefois moqué de Sandrine pour avoir gaspillé 50 centimes pour un âne décharné la célébrait maintenant comme sa résidente la plus célèbre. Alors que les couleurs de l'automne peignaient les montagnes dans des teintes d'or et de pourpre, Sandrine réfléchissait au voyage qui l'avait amenée à ce moment. Le deuil de la mort de Pierre l'avait conduite à sauver Gaston. Et ce simple acte de compassion avait révélé des possibilités qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La veuve en deuil, qui s'était sentie perdue et sans but, était devenue une conservatrice respectée dont le travail protégerait des trésors irremplaçables pour les générations à venir. Mais ce soir, dans cette vallée protégée, où des cérémonies anciennes avaient été menées et où le courage moral d'un prospecteur avait créé un héritage durable, Sandrine ressentait la profonde satisfaction qui vient de savoir que l'on a fait quelque chose qui compte. Elle avait sauvé un âne dont personne ne voulait et découvert que parfois, les plus petits actes de compassion mènent aux résultats les plus extraordinaires. Dans l'obscurité grandissante, Gaston leva la tête vers les montagnes, alerte et attentif comme toujours. Peut-être que quelque part dans la nature, un autre trésor caché attendait que quelqu'un d'assez sage comprenne que la plus grande richesse ne vient pas de ce que nous prenons à la terre, mais de ce que nous choisissons de protéger pour ceux qui suivront nos pas. Les montagnes gardaient bien leurs secrets. Mais Sandrine avait appris à faire confiance au fait que, le moment venu, la bonne personne serait toujours guidée pour découvrir ce qui devait être trouvé. Et parfois, cette personne serait guidée par un âne à 50 centimes avec une sagesse bien au-delà de son humble apparence.